Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le deuxième chapitre de la partie 2, qui concerne le mouvement d'un système. Donc chapitre extrêmement important puisqu'il est à la base de tout un pan de la physique qui s'appelle la mécanique classique. Donc voilà, vous allez voir que je vais introduire beaucoup de nouvelles notions extrêmement importantes pour la suite. Comme d'habitude, je vous montre ici le programme en détail. En sachant que certaines parties ne seront pas faites dans ce chapitre, je vois toute la partie utiliser un langage de programmation, etc. Je vous l'ai dit, je réserve ça pour la fin de l'année où on aura toute une partie dédiée vraiment à Arduino et à Python. Mais donc pour l'instant, je préfère que vous compreniez bien le phénomène et on parlera numérique plus tard. Alors donc, pour commencer pour cette première séance, j'ai besoin que vous compreniez bien la notion du vecteur vitesse, que normalement vous avez déjà un petit peu travaillé l'année dernière. Alors, pour rappel, un vecteur, c'est un segment fléché qui a une certaine longueur. Cette longueur correspondant donc à la valeur réelle de la grandeur concernée. Donc là, par exemple, le vecteur vitesse, vous verrez, il y a une échelle systématiquement sur les schémas qui va vous permettre de convertir la longueur de cette flèche en valeur réelle de la vitesse de l'objet. D'accord? Et en plus, ce vecteur, donc, c'est une flèche qui montre, là, dans le cas de la vitesse, la direction vers laquelle se déplace l'objet. D'accord? Bon, vous allez voir ça en détail, je vous en parle après. Mais globalement, tout d'abord, concernant la valeur de la vitesse, comment on calcule une vitesse? Alors, vous avez en général la formule, vous la connaissez. La vitesse, c'est la distance divisée par la durée. Donc la distance que l'objet a parcouru pendant une certaine durée, d'accord? Donc sur un déplacement global, on appelle ça la vitesse moyenne, d'accord? Quand on dit en moyenne que tu vas rouler à 130 km/h, ça ne prend pas en compte les petites variations. C'est pour ça qu'on dit en moyenne, ta vitesse est de. Mais normalement, l'année dernière, on vous a parlé de la vitesse instantanée. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'une course, si on prend la course d'un athlète, il va accélérer au cours de sa vitesse. Alors on peut toujours dire qu'il a fait 100 mètres en 10 secondes, et donc calculer sa vitesse moyenne, mais dans les faits, sa vitesse a beaucoup varié pendant la course. Eh bien, si on calcule à chaque instant la vitesse qu'il a à ce moment précis, ça c'est la vitesse instantanée. D'accord? Et pour ça, eh bien, vous avez cette formule-là, c'est-à-dire que la vitesse en un point, I, elle est égale à la distance qui sépare ce point du suivant, divisé par le temps qu'il lui faut pour aller de ce point au suivant. D'accord? Donc la vitesse en un point, il faut toujours prendre en compte la distance qu'il parcourt entre ce point et celui d'après. D'accord? Bien. Et donc, une fois que vous avez calculé la valeur de cette vitesse, eh bien, pour le représenter, c'est très simple. Ce vecteur vitesse, il a 4 propriétés techniquement. Il y en a une qui n'est pas marquée ici, c'est le point d'application. C'est le point de départ du vecteur. Là, en l'occurrence, le point de départ, c'est le point que vous êtes en train d'étudier. La direction, pour rappel, la direction, c'est une droite. Là, il se trouve que cette direction, on dit que c'est tangent à la trajectoire. Donc, c'est-à-dire que là, si la courbe vous montre la trajectoire, eh bien, en ce point-là, vous tracez la tangente à cette trajectoire, et c'est la droite, c'est la direction de la vitesse. Le sens, eh bien, c'est le sens de la flèche. La flèche pointe dans le sens du mouvement. Et donc, la valeur, c'est la valeur que vous avez calculée juste avant. D'accord? Donc ça, bon, on l'a déjà vu en quatrième, mais je sais que c'est compliqué pour vous, la différence entre direction et sens. D'accord? Donc, revoyez bien ça attentivement. Voilà, eh bien c'est tout. Pour la première séance, c'est unique, c'est vraiment tout. J'avais besoin de ça. Maintenant, vous allez passer 2 heures à calculer des vitesses, les tracer, les étudier un peu, mais vraiment, il faut que vous soyez hyper à l'aise là-dessus. Pour être sûr que vous soyez prêt, je vous donne cet exercice qui va vous permettre de calculer la vitesse à un instant et de représenter ce vecteur vitesse. Bien, pour la deuxième séance, j'ai donc besoin que vous maîtrisiez cette notion, à savoir le vecteur variation de vitesse cette fois-ci. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par exemple pour la course d'un athlète, la vitesse n'est pas constante au cours du temps. Donc ça veut dire que si à un moment vous décortiquez le mouvement d'un objet, là, et qu'à chaque instant vous tracez son vecteur vitesse, et vous allez voir que le vecteur vitesse change au cours du temps. Alors s'il court en ligne droite, la seule chose qui va changer dans ce vecteur, c'est la longueur. Par exemple, s'il est en train d'accélérer, la flèche va être de plus en plus longue. Mais si on doit par exemple tracer les vecteurs vitesse de la Lune quand elle tourne autour de la Terre, eh bien, elle tourne toujours à la même vitesse, donc la longueur de la flèche ne va pas changer. Par contre, comme elle tourne, la direction du vecteur va changer, elle, d'accord?
Donc voilà, c'est des exemples qui montrent que lors d'un mouvement, c'est rare que ce vecteur vitesse soit toujours identique pendant le mouvement. Donc on peut tracer ce qu'on appelle le vecteur variation de vitesse. Eh bien pour ça, c'est plutôt simple, d'accord? Donc quand il s'agit de tracer le vecteur variation de vitesse entre deux positions, par exemple MI et MJ, comme je les appelle, eh bien c'est tout simplement la différence des deux vecteurs. Là, c'est là que je vais vous expliquer comment on trace concrètement cette différence de vecteurs graphiquement. D'accord? Eh bien, graphiquement, c'est simple. Vous voyez ici, je vous donne un exemple. Au point 5, là, on vous demande de tracer le vecteur variation de vitesse entre le cinquième point et le quatrième point. Donc, vous devez tracer V5 moins V4, en gros. D'accord? Eh bien, pour tracer ça, vous partez du point 5, vous tracez V5, ok? Et ensuite, vous lui retranchez V4, c'est-à-dire que là, au point 5, je vous ai représenté à nouveau vous avez ici le vecteur V4 qui est représenté à partir du point 4. Et bien, pour le soustraire ici, vous repartez de l'extrémité du vecteur 5 et vous tracez l'opposé du vecteur V4, c'est-à-dire que vous tracez moins V4. Ok? Et bien, la différence des deux, c'est simple, c'est la flèche qui part du point d'origine et qui arrive à la fin du deuxième vecteur. D'accord? Puisque finalement, un vecteur, c'est presque c'est un trajet presque que vous lui avez donné. C'est-à-dire que là, vous lui du point M5, il est parti il a suivi cette flèche, là, V5, et ensuite il a suivi moins V4, et il est arrivé là. Donc c'est comme s'il avait fait ce chemin-là. D'accord? Alors, je vous l'explique comme ça. J'espère qu'en mathématiques, vous avez déjà fait ces calculs sur des vecteurs. Là, cette vidéo est tournée pendant les vacances de la Toussaint, donc j'ai pas encore les informations auprès des collègues de maths, mais si ça n'est pas le cas, si nous ne les avons pas fait travailler, j'ai une activité là-dessus où on fera effectivement comment on fait ces opérations concrètement sur vecteur. Bon, j'espère ne pas devoir le faire, c'est quand même le boulot des collègues de maths, donc à voir, ok? Bon, eh bien pour cette séance, c'est tout également. Alors à venir évidemment un petit exercice, donc je vous montre là le mouvement d'une cabine d'une grande roue, d'accord? Donc on voit ces différentes positions, G1, G2, etc. Je vous demande si le vecteur vitesse varie en valeur, en direction, en sens. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Et ensuite, je vous demande de représenter le vecteur vitesse au point G2 et G3. Donc je vous ai mis les unités, je vous ai mis l'échelle de distance là, et je vous dis que là, c'est la position occupée par la cabine toutes les 2 secondes, d'accord? Et ensuite, je vous dis de me représenter le vecteur variation de vitesse au point G2. D'accord? Donc G3 moins G2, vous me le représentez, on verra ce que ça donne. Ok, très bien. Bon, ben moi là, je vous laisse faire ça, bon courage, et puis je vous dis à la prochaine séance pour idem, tracer un peu ces vecteurs variation de vitesse. Et donc, pour la dernière séance de ce chapitre, nous allons étudier le fondement même de la mécanique classique, considérée comme une des plus grandes découvertes de l'histoire des sciences, par Newton. C'est d'ailleurs grâce à ça que Newton est vraiment rentré au panthéon des plus grands physiciens de l'histoire de l'humanité. C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que lorsqu'on traçait ce vecteur variation de vitesse, eh bien en fait, ce vecteur, il était dans la même direction et dans le même sens que la somme des forces qui s'appliquaient sur l'objet. C'est-à-dire que vous preniez un objet, vous étudiez un peu la somme des forces qui s'exerçaient sur lui, vous additionnez tous ces vecteurs, et en fait on se rend compte que le vecteur résultant pointe dans la même direction et dans le même sens que le vecteur de variation de vitesse. La longueur de ces vecteurs n'était pas la même, ils étaient proportionnels, et en plus on s'est rendu compte que ce facteur de proportionnalité, c'était la masse de l'objet. C'est donc ce qu'on a appelé la deuxième loi de Newton, dont vous voyez une version approchée en première, c'est-à-dire que la somme des forces qui s'exercent sur un objet, c'est égal à la masse de cet objet fois la variation de la vitesse entre deux instants. Ok? Ça, là, comme ça, on dirait pas, mais c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que je vais vous expliquer après les implications, mais c'est une des plus grandes découvertes de la physique et qui a fait faire un bond énorme en avant sur beaucoup de domaines de la physique. Je vous explique ça juste après. Eh bien, ça fait avec cette formule que, par exemple, si vous connaissez le mouvement d'un système, vous pouvez en déduire les forces qui s'appliquent sur lui. Ok? Je vous donne un exemple ici, c'est-à-dire que je vous demande de me tracer les vecteurs variation delta V3, là, donc c'est V3 moins V2, et delta V7.
c'est-à-dire V7 moins V6. Et regardez bien où pointent ces vecteurs variation de vitesse. Ces deux vecteurs variation, vous verrez si vous en sortez bien, ils pointent vers la Terre. C'est-à-dire que la Lune subit, la seule force qu'elle subit, pour faire simple, c'est la force exercée par la Terre. D'accord? Eh bien, effectivement, vous voyez bien que le vecteur variation de vitesse, il pointe droit sur la Terre. Quand même la classe. Eh bien, c'est par exemple comme ça qu'on a fini par se rendre compte de l'existence de planètes dans le système solaire. Certains astronomes, certains astronomes ont observé la course des planètes dans l'espace et se sont rendus compte qu'il y avait une planète qui avait une trajectoire un peu curieuse. Et donc, avec des calculs, la modélisation, il a fini par se dire que si, pour expliquer ce mouvement, c'est qu'il doit y avoir une autre planète après. Une planète suffisamment grande, en tout cas, pour influencer sa trajectoire. Il regarde, il la trouve. C'était une des plus belles illustrations de la seconde loi de Newton, c'est-à-dire vraiment trouver quelque chose à partir de l'impact qu'il a sur les autres objets qui l'entourent. Alors, concernant le rôle de la masse, je vous ai dit que la somme des forces était égale à la masse fois la variation du vecteur vitesse. Eh bien, c'est en rapport avec un phénomène qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire la tendance qu'a un objet, ou un corps, en physique, un corps c'est tout objet qu'on étudie, à conserver sa vitesse. C'est-à-dire que plus la masse d'un objet est importante, plus son inertie est grande. Pour faire simple, vous aurez plus de mal à mettre en mouvement un objet lourd qu'un objet léger. Si vous appliquez une certaine force sur un objet, il y a plus de chances que vous fassiez bouger un objet léger qu'un objet lourd. C'est ce qu'on appelle l'inertie. D'accord ? À l'inverse, un objet extrêmement lourd va être beaucoup plus dur à arrêter, s'il est en mouvement, qu'un objet léger. Voilà, c'est-à-dire que si vous voyez un chapeau qui vole dans la rue, vous allez vous interposer pour l'arrêter. Si c'est un bus, vous allez peut-être y réfléchir. Plus d'une fois, d'accord? Ok. C'est ça, ce qu'on appelle l'inertie. D'accord? Bien. Eh bien, on peut aussi avoir une application dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît la somme des forces qui s'appliquent sur un objet, eh bien, on peut prévoir son mouvement. Ça, vous allez en manger, désolé de vous dire, mais en terminale et à la fac, pour ceux qui continuent, ça, c'est quand même l'exercice ultime. C'est voilà, vous prenez un objet, vous étudiez les forces qui s'appliquent sur lui, vous en faites le bilan, et vous allez en déduire comment va se déplacer cet objet, comment va évoluer son mouvement. Ça fait que, par exemple, si, alors on n'est pas des machines, on ne sait pas calculer super vite, mais par exemple, vous regardez un match de basket à la télé, vous voyez un basketteur qui envoie un ballon au moment d'une pénalité quelconque, eh bien, si le temps pouvait s'arrêter à ce moment-là, voilà, on vous dit en gros à quelle vitesse il envoie son ballon, vous pouvez déjà prévoir à l'avance si oui ou non le ballon va rentrer dans le panier. Je vous dis pas ça par hasard, c'est un sujet d'examen que j'avais eu moi en prépa. Et puis ultra classique, c'est-à-dire voilà, à partir du moment où vous connaissez ce qu'on appelle l'état initial d'un objet, c'est-à-dire à quelle vitesse, où est-ce qu'il est envoyé, quelle vitesse, vous faites le bilan des forces qui vont s'appliquer sur lui, et en fait vous pouvez déduire tout son mouvement, vous pouvez déduire ce qu'il va devenir. Et ça, c'est extrêmement puissant, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'envoyer des satellites qui vont à la rencontre d'astéroïdes qui sont à l'autre bout du système solaire, ou alors, avec un jeu de billard pas possible, réussir à envoyer une sonde sur une planète lointaine en jouant sur les gravitations des différentes planètes. C'est ça qui nous permet de faire ça. C'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de mettre en orbite des satellites en sachant à quelle vitesse il faut l'envoyer pour que, en prenant en compte les forces exercées sur ce satellite, ils finissent par entrer en rotation, comme ça, en révolution, autour de la Terre sans jamais y retomber. C'est quand même puissant, vraiment très puissant. Donc voilà, je vous dis grosso modo, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Je vous donne un exercice à nouveau de base. C'est-à-dire que là, je vous donne, un objet qui subit 3 forces, et je vous demande de m'effectuer la somme de ces forces, et donc de représenter le vecteur variation de vitesse. Et voilà. Eh bien, c'est tout pour moi, ce chapitre est terminé. Pas forcément très long, mais quand même extrêmement important. Voilà. Vous remarquerez que je ne l'ai pas dit pour le chapitre d'avant, mais lui, vraiment, il est important. Là, pour le coup, vraiment, je rigole pas quand je dis ça, parce que il est hyper important en terminale, il l'adore pour le bac. Après, que ce soit pour ceux qui fassent médecine, ne croyez pas que vous en avez fini avec la physique, mais c'est des choses qui sont ultra importantes.
Voilà, donc bossez ça bien. Et moi, je vous dis à la prochaine séance. Bonne fin de journée et au revoir.